Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier de la Révolution fraternelle, ce nouveau rendez-vous proposé par le Secours catholique Caritas France. La dernière fois, c'était le 7 mai, nous étions chacun chez nous, tous confinés. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux du Secours catholique, ici à Paris. Ensemble, nous allons continuer de nous interroger sur l'impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité. Nous allons parler du terrain, d'actions concrètes, de la situation dans les autres pays, de l'accès au logement pour les personnes les plus précaires. Ce soir, nous vous proposerons également de discuter en direct juste après l'émission avec Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France, Jean Mercart, directeur Action Plaidoyer France-Europe et Benoît-Xavier Loridan, directeur Action et Plaidoyer International. Alors posez toutes vos questions dans les commentaires, d'ores et déjà vous pouvez, vous en avez l'habitude. Logement, situation en France, à l'international, confinement, déconfinement, nous n'éluderons aucun sujet. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ce que vous voyez. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des témoignages et reportages que vous allez voir sur la chaîne YouTube du Secours catholique. Bien sûr, cette émission a été réalisée dans des conditions qui restent très spéciales. Certains des entretiens que nous avons menés ont été réalisés à distance, par exemple. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la préparation et merci à Jérémy et Jonathan Durand pour la réalisation ce soir. Je vous propose de plonger sans plus attendre dans un sujet fondamental, crucial, celui de l'accès au logement pour les plus précaires. Mi-juin a été publié un rapport important sur les difficultés d'accès au parc social des ménages à faibles ressources. Pauline Portefait, rédactrice coordinatrice de ce rapport, nous en explique les principaux enjeux dans un entretien mené par Marie Sabatier. On se retrouve juste après. Ce rapport, il est parti d'une volonté collective des 6 associations d'objectiver un constat empirique fait par leurs équipes de terrain qui accompagnent au quotidien les demandeurs de logement social dans leur accès au logement social. Le constat qui est fait est que les demandeurs les plus pauvres se voient refuser l'accès au parc social en raison de l'insuffisance de leurs ressources. Alors ça peut se manifester de différentes façons, soit par un refus d'attribution d'un logement, soit par le fait qu'ils n'ont jamais de proposition de logement. Donc ce projet collectif regroupe 6 associations qui se sont réunies, à savoir le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart-Monde, l'association DALO, Solidarité Nouvelle pour le logement et Habitat et Humanisme. Ces associations ont associé des chercheurs à la démarche, Jean-Claude Drian du Lab Urba, Pierre Madec de l'OFCE, un économiste, et moi-même. J'ai participé à ce projet avec une approche plus sociologique, complémentaire à mon collègue économiste, pour retracer la trajectoire des ménages qui accèdent au parc social. Le constat, il a été établi grâce à trois approches. Une approche très statistique qui se base sur la base de données SNE, c'est-à-dire la base de données de l'ensemble des demandeurs de logement social. 2 approches qui sont très qualitatives, qui se basent sur une enquête auprès des ménages et auprès des intermédiaires associatifs qui accompagnent ces ménages dans leur accès au parc social, pour retracer justement les trajectoires de ces ménages. Et des entretiens qui ont été faits avec les parties prenantes du système d'attribution sur plusieurs territoires. Le rapport montre que les demandeurs de logements sociaux les plus pauvres ont moins de chances d'accéder au logement social que l'ensemble des autres demandeurs. Toutes choses égales par ailleurs, un demandeur qui est allocataire du RSA ou qui a des revenus très instables a environ 30% de chances de moins d'obtenir un logement social qu'un demandeur au SMIC. Sur l'ensemble des 2 millions de demandeurs, il y a un demandeur sur 2 qui est un demandeur pauvre, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça représente 1 million de demandeurs. Ce constat, il a été établi sur l'ensemble du territoire à l'échelle nationale, mais c'est bien dans les zones tendues que se concentrent les problèmes, et notamment avec 41% des demandeurs pauvres qui sont en zone tendue et qui ne représentent que 35% des attributions de logement. On a cherché les raisons qui expliquaient ce dysfonctionnement. Et elles sont au nombre de 2. Il y a une raison qui est structurelle, qui est liée au manque d'offres de logement social, donc le manque d'offres en nombre, en volume, et en niveau de loyer, avec des loyers qui sont de moins en moins adaptés aux ressources des demandeurs. La deuxième raison est liée aux pratiques de sélection des acteurs du système d'attribution de logement qui sélectionnent les candidats pour un logement et qui ont donc des pratiques excluantes et qui vont choisir le candidat le moins à risque. On peut dire qu'il y a une discrimination économique des demandeurs, à la fois sur le montant, mais aussi sur la stabilité et sur la pérennité de leurs ressources.
Ces difficultés concernent différents profils de ménages, à savoir des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA ou qui ont des contrats très précaires, ou d'autres personnes qui enchaînent les contrats très précaires et qui ont des prestations sociales fluctuantes. Le CDI n'est plus une garantie, car il existe des contrats CDI 0 heure qui ne permettent plus aux demandeurs d'afficher la régularité qui est exigée par le bailleur. Et encore, un autre profil de personnes qui concerne les personnes qui doivent renouveler leur titre de séjour et donc qui n'ont pas la pérennité de leurs ressources qui est assurée. À l'issue de ce diagnostic, 15 propositions ont été formulées par le groupe interassociatif sur 3 thèmes différents, à savoir l'amélioration de l'accessibilité économique du parc social, l'augmentation du nombre de logements sociaux et l'amélioration des conditions d'accès au parc social et du fonctionnement du système d'attribution. En ce qui concerne l'accessibilité économique du parc social, nous proposons une revalorisation des APL et notamment du forfait charge qui n'a pas évolué depuis des années. Nous proposons surtout un fonds régional de baisse de quittance de loyer et une expérimentation de loyer corrélé aux ressources des demandeurs qui serait véritablement un changement de paradigme dans le modèle du logement social. Il serait aussi intéressant d'évaluer l'expérimentation de recomposition des loyers qui est prévue par la loi et qui a été expérimentée à Rennes. À l'échelle de la ville, sur l'ensemble du parc social, il y a maintenant un loyer unique pour chaque type de logement, peu importe sa localisation. Concernant le deuxième thème issu de notre diagnostic, à savoir l'augmentation en nombre de logements sociaux, nous proposons une augmentation du financement des logements à très bas loyer, avec un objectif de 60 000 logements très sociaux financés par an. Un autre levier est la mobilisation de la vacance et de l'offre privée à vocation sociale. Ce qui nous a paru aussi indispensable, c'est d'améliorer les conditions d'accès au parc social. Et pour cela, il faut accélérer le relogement des publics prioritaires et surtout faire appliquer les quotas d'attribution qui sont prévus par la loi. Donc tout ce travail de recherche et d'investigation appelle une évaluation annuelle des progrès accomplis dans l'accès au logement social des demandeurs pauvres. Nous espérons vivement que les institutions et le gouvernement sauront se saisir de l'importance de l'enjeu qui se pose pour les demandeurs pauvres et la nécessité d'y répondre. Merci Pauline Portefait et merci Marie Sabatier pour avoir réalisé cet entretien. Je rappelle que cette recherche a été portée par le Secours catholique et ses partenaires, ATD Quart Monde, la Fondation Abbé Pierre, l'association DALLO, Solidarité Nouvelle pour le logement et Habitat et Humanisme. Vous pouvez poser toutes vos questions sur ce thème du logement. Nous y répondrons d'ici quelques minutes avec Véronique Fayet et Jean Mercart, juste après. Et j'en profite pour vous suggérer fortement, vraiment très fortement, d'aller sur le site du Secours catholique car il y a des histoires formidables. Il y a des histoires qui racontent des actions fortes. Un exemple, celle de Marie-Charlotte, qui est une jeune propriétaire d'un immeuble à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Marie-Charlotte a souhaité travailler étroitement avec le Secours catholique pour que son immeuble puisse aider des personnes sorties de prison et privées d'accès à un logement digne. Cette histoire du terrain raconte avant tout la fraternité, la solidarité à l'œuvre. Je voudrais qu'on tourne notre regard maintenant vers la situation à travers le monde. Comment le confinement a-t-il été vécu chez les partenaires internationaux du Secours catholique? Quels sont les impacts immédiats et ceux auxquels on ne pense pas forcément de prime abord? Alexandre Molitor a interviewé à distance Émilie Johan, directrice du plaidoyer international du Secours catholique, et on se retrouve juste après. Pendant le confinement, comment avez-vous gardé le lien avec vos partenaires à l'international? Alors, on est toujours très proche au Secours catholique toute l'année de nos partenaires à l'international. Évidemment, c'est une période particulière, donc on a un lien très, très étroit avec eux. C'est déjà eux qui sont revenus vers nous parce qu'on a été les premiers touchés par la crise, donc on a eu beaucoup de messages de soutien. Très rapidement, on leur a aussi communiqué notre soutien et notre adaptabilité parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont dû s'arrêter à cause du confinement. Il y a aussi des besoins nouveaux qui arrivent, donc on est en échange très proche avec eux pour évaluer les possibilités d'action, les besoins sur le terrain. Et puis, c'est aussi une période un peu particulière parce qu'on expérimente notre vulnérabilité commune, en fait. Donc, c'est vraiment un moment où on échange beaucoup avec eux sur des bonnes pratiques pour qu'on arrive ensemble à échanger et à s'améliorer dans la gestion de la crise et puis à mutualiser un petit peu ces expériences qui nous touchent tous. Chez nous, on est en pleine période de déconfinement, mais ce n'est pas le cas partout.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les impacts de la crise chez nos partenaires internationaux? Oui, alors déjà, la crise, elle est en cours, c'est très complexe, ça change beaucoup d'un pays, d'un continent à l'autre. Alors évidemment, la crise, ses impacts, ils sont d'abord sanitaires, et il n'y a aucun pays, aucune zone qui ne soit épargnée. C'est plus ou moins fort, ça impacte plus ou moins fortement les pays, mais on a évidemment un œil sur l'Amérique latine en ce moment, le Brésil, mais aussi le Pérou, le Chili sont pas touchés. Et on est évidemment en lien fort avec nos partenaires sur ces impacts sanitaires. Une autre chose qui touche beaucoup nos partenaires internationaux et les personnes qui les soutiennent tout au long de l'année, c'est cette explosion de la pauvreté partout dans le monde, parce qu'avec l'arrêt de l'économie mondiale et puis avec le confinement, il y a énormément d'activités et de ressources qui ont disparu pour les personnes. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour un grand nombre de personnes dans tous les continents et tous les pays quasiment dans lesquels nos partenaires sont présents pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, donc vraiment pour satisfaire leurs besoins essentiels. Pourquoi est-ce qu'ils sont si vulnérables? En France, on a vu aussi l'arrêt de l'économie, que ce soit l'économie locale ou l'économie mondiale, mais nos partenaires, ils travaillent aussi dans des pays qui sont extrêmement vulnérables parce qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a aucun filet de protection sociale qui peut assurer un revenu minimum aux personnes. Donc, il y a beaucoup de travailleurs et une grande majorité qui se sont retrouvés sans aucune ressource. Et je pense notamment aux travailleurs de l'informel aussi, qui sont la majorité des travailleurs des pays dans lesquels nos partenaires sont présents. Donc là, il y a eu un impact fort. On pense aux travailleurs du textile aussi, au Bangladesh. On pense à tous les travailleurs journaliers et tous les travailleurs de l'informel dans un grand nombre de pays qui sont sans ressources. Il y a la crise sanitaire, mais il y a également des impacts humanitaires derrière cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, il y a des impacts humanitaires, donc on a parlé des besoins essentiels. Je reviens rapidement sur notamment la crise de la faim qu'on anticipe ou qu'on appréhende en tout cas beaucoup, la possibilité pour les gens de se nourrir, mais d'avoir aussi de se loger, de se soigner. C'est extrêmement important de rappeler qu'il y a cette difficulté qui est conséquente. Il y a aussi des augmentations des prix des denrées alimentaires, il y a la question aussi de l'accès à l'alimentation. Il y a aussi des enjeux forts en termes de droits humains, parce que les personnes qui sont déjà vulnérables voient leurs droits encore plus menacés. Je pense aux personnes migrantes, donc que ce soit la possibilité d'accéder à un pays sûr pour les personnes qui ont besoin de bénéficier du droit d'asile. Il y a aussi les travailleurs migrants et notamment tous les travailleurs domestiques qui ont pu être dans des conditions extrêmement difficiles, d'un coup, sans logement, sans emploi. Ça s'est passé au Liban, ça s'est passé aussi dans des pays du Golfe pour les travailleurs d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi des enjeux forts sur la protection des droits des populations autochtones. Je pense aussi par exemple au bassin amazonien, où il y a des vrais enjeux dans la consultation et le respect des droits des populations autochtones dans cette gestion de crise. Et enfin, ce que nos partenaires nous remontent aussi, c'est dans ce chaos de la crise, des violations et des répressions des libertés civiles qui continuent. C'est le cas en Amérique latine pour les défenseurs de l'environnement notamment. C'est aussi le cas au Niger sur l'espace de la société civile qui se réduit. Donc ça, ce sont des préoccupations fortes et qui continuent ou qui s'aggravent pendant la crise du Covid. Merci Émilie, Johan et merci Alexandre Molitor pour cet état des lieux. Alors nous avons vu les impacts en cascade que la crise sanitaire accélère à travers le monde. Et même s'il est un peu tôt aujourd'hui pour avoir une lecture très précise de l'impact de cette crise sur les besoins fondamentaux des populations dans le monde, Romain De Vries va nous expliquer comment, dans certaines zones du monde, de crise économique, nous passons à crise humanitaire et comment le secours peut y répondre. Et on se retrouve juste après. D'abord, il faut se souvenir qu'au début, c'était une crise sanitaire, notamment en Europe, surtout en France, avec des répercussions sociales et économiques qui touchaient les plus pauvres. Donc l'action du Secours catholique, au début, s'est faite sur le territoire national en France. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait le virus qui se propageait à travers le monde et on a mis en place, en parallèle de cette action en France, une première phase de notre action internationale qui a été un soutien à nos nombreux partenaires internationaux à l'étranger, on en a des dizaines, sur des actions de prévention, de sensibilisation à l'hygiène et aux gestes barrières face au Covid pour leur personnel ou pour les populations avec qui ils travaillent. Et ça s'est fait de façon coordonnée avec le réseau Caritas. Ensuite, le confinement presque généralisé dans le monde et le quasi-arrêt de l'économie mondiale ont entraîné des crises économiques qui, comme toujours, touchent les plus vulnérables, donc ceux qui n'ont pas d'emploi ou des emplois journaliers, les migrants,
les communautés reculées. Et on a vu dans certaines zones que ces crises économiques se transformaient peu à peu en crises humanitaires. Et c'est là qu'on a mis en place une deuxième phase de notre action internationale qui s'est faite via deux approches différentes. Une approche directe, avec des projets d'action rapide qu'on a menés avec des partenaires locaux sur des besoins identifiés avec eux comme l'alimentation, l'hygiène, les moyens de subsistance. Donc on a mené des projets comme ça au Bangladesh, en Colombie, bientôt en Syrie, en Irak, au Maroc, en Inde. Ça, c'était l'approche directe. Dans cette deuxième phase, il y a une approche indirecte avec des activités transversales liées au Covid qu'on a rajoutées sur des projets qui étaient déjà en cours, qui étaient prévus de longue date, et des projets qui n'étaient pas des projets Covid. Par exemple, en Somalie, on vient de lancer un projet d'éducation en urgence. C'est un projet qui est prévu depuis bien longtemps, avant la crise. Sur ce projet, on a rajouté des actions Covid de prévention pour les élèves et pour les professeurs. Sur un autre projet d'accès au droit à l'hébergement, on a ajouté l'accès à l'alimentation parce qu'on s'est rendu compte que les populations vulnérables qui bénéficiaient de ce projet avaient été impactées dans leur alimentation quotidienne par la crise du Covid. Cette crise, elle est un peu difficile à analyser. Aujourd'hui, la lecture n'est pas claire, n'est pas très précise. Il y a bien sûr des besoins qui remontent, il y a des besoins qu'on connaît et on tente d'y répondre autant que possible. Il y a certains besoins qui mettent du temps à remonter, qui apparaissent plus tardivement et qui se mélangent avec d'autres besoins humanitaires qui existaient avant la pandémie. En fait, cette crise mondiale, elle aggrave, elle accentue des crises humanitaires déjà existantes. Mais les actions qu'on mène aujourd'hui nous permettent de mieux analyser les besoins qui remontent et donc vont nous aider à mettre en place, on commence à réfléchir à une phase 3 pour début automne qui sera probablement plus ciblée, une phase 3 qui sera peut-être plus spécifique. On verra, tout dépendra de l'analyse de la situation à ce moment-là. Merci Romain De Vries et merci Émilie Joanne du coup pour cet éclairage en deux temps. Et merci Alexandre Molitor pour avoir mené ces entretiens, dont l'un à distance. Je vous rappelle qu'il existe des versions plus longues de ces entretiens, que vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du Secours catholique, ne l'oubliez pas. Dès le début du confinement, de nombreux citoyens ont souhaité se mettre au service des autres. Ils n'étaient pas spécialement engagés, ils ont voulu être utiles, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacques. Jacques a participé à des maraudes pendant le confinement, et il nous raconte en vidéo, c'est un entretien que nous avons réalisé également à distance. Il est dans les montagnes en Auvergne, vous allez voir, Jacques Leduc, on se retrouve juste après. L'engagement, moi je ne connaissais pas, je n'avais jamais été bénévole comme ça, et ça a été vraiment une découverte. Déjà une découverte, moi je viens du monde de l'entreprise privée, où j'étais informaticien. Et donc, d'un seul coup, j'ai vraiment vu quelque chose qui était cadré, encadré. Donc, c'était organisé. Donc, il y avait vraiment un accompagnement. Donc, j'ai eu beaucoup de documents à lire. Il y avait la lettre de mission qui me garantissait donc de pouvoir intervenir dans la rue, d'être soutenu par l'association si j'avais des besoins, puisqu'on devait faire des comptes rendus, on avait des relectures, et il y avait aussi la possibilité que si ça se passait pas bien par rapport à l'émotion dans une maraude, d'avoir une écoute empathique, et donc ça a été vraiment, je me sentais sûr de moi, et j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Après, c'était plus par rapport à l'urgence des personnes qui étaient dans la rue, où là, je me suis engagé parce que ça me semblait nécessaire. Et moi, j'avais besoin de bouger aussi en même temps, donc de pouvoir aider et de trouver des solutions pour répondre à leurs besoins. Puisque leurs besoins, c'était quand même de rester propre. Donc, comme les sanisettes, comme les douches étaient fermées, de pouvoir avoir quelque chose pour être un peu propre. Donc, de trouver des sous-vêtements, des sacs de couchage pour certains. Et il y avait beaucoup d'entraide. Donc moi, j'ai trouvé que
Avec les réseaux sociaux, on avait vraiment trouvé des solutions d'urgence pour les accompagner. Merci à vous, Jacques, de nous avoir accordé ce petit moment à distance. Et merci vraiment à Jamila Haribi pour son aide précieuse. Maraude, formation, découverte, sensation. Retrouvez la version longue de cet entretien sur la chaîne YouTube du Secours catholique. Et là maintenant, je vous propose de regarder un petit sujet pour finir cette émission. Comme dans la première émission d'ailleurs, nous avons une petite pastille qui s'appelle Clin d'œil. Parce que l'image est très importante au Secours catholique, il est nécessaire d'illustrer par le témoignage, mais aussi par la photo et la vidéo, les situations rencontrées par les personnes en situation de précarité, sans céder au voyeurisme, sans pathos. Début février, le réseau Caritas France a lancé la première édition du prix Caritas Photo Social. Nous avons discuté avec la lauréate Aglaé Bory. C'est un sujet signé Pauline Marcon. C'est un travail qui s'intitule Odyssée. C'est un travail sur l'exil, en fait, qui a été réalisé en 2018 et j'ai suivi pendant plusieurs semaines des personnes en situation d'exil au Havre. C'est un travail assez métaphorique puisqu'il s'agit de sortes de conversations de ces personnes-là avec leur environnement, avec le paysage. J'ai essayé de photographier ce que c'est que l'exil intérieur. Mes images ne montrent pas véritablement la précarité. Ce sont des portraits qui sont soit en intérieur, soit en extérieur, mais la précarité n'est pas visible en fait. Il n'y a pas de situation un peu misérabiliste où on verrait des conditions de vie indignes. Alors, je suis assez évidemment heureuse et fière d'être la lauréate de cette première édition du prix Caritas Photo Social. Et je pense que ce qui est bien, c'est que ça va mettre en lumière en fait des travaux photographiques sur ce genre de sujets qui sont des sujets bien évidemment cruciaux et de société. Et je pense que de le lier à un prix photographique qui essaye de mettre en lumière aussi des écritures photographiques assez contemporaines, ça va permettre de réunir un peu le public de la photographie et puis les acteurs en fait de la sociaux qui essayent de venir en aide à toutes ces personnes en difficulté, et peut-être que ça va apporter un éclairage un petit peu différent. Et n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube du Secours catholique, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien. Elle nous parle des conditions de travail, de ses rencontres, de son quotidien de photographe. C'est bientôt le moment de terminer cette première séquence. Restez connectés, continuez de poser des questions et je serai la courroie de transmission. Je poserai vos questions à Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France, à Jean Mercard, directeur Action Plaidoyer France-Europe et à Benoît-Xavier Loridon, directeur Action et Plaidoyer International. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver chacune des séquences, des reportages et des entretiens sur la chaîne YouTube du Secours catholique. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le site du Secours catholique, évidemment. Je vous propose de démarrer cette seconde séquence en direct, ici, dans les locaux du Secours catholique à Paris, en écoutant Stéphanie. Stéphanie a fait appel à l'aide du Secours catholique pendant le confinement. Et pourtant, elle a un emploi en CDI. Mais mère célibataire, ses revenus ont sérieusement diminué. Elle a appelé le Secours catholique. C'est ce qu'elle raconte, et l'histoire qu'elle raconte au micro du Grand Rendez-vous sur France Inter, une émission diffusée il y a 2 mois, l'émission de Bruno Duvic sur France Inter, et on se retrouve juste après avec vos invités. À tout de suite. France Inter, midi et demi, 14h, le Grand Rendez-vous. Et d'emblée au standard de France Inter, nous sommes avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bruno. Vous êtes maman solo, vous avez un job en CDI et pourtant, ces dernières semaines, vous avez dû faire appel à l'aide du Secours catholique parce que la période est particulièrement difficile pour vous. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai l'habitude de vivre sur des primes. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le confinement, je me suis retrouvée en chômage partiel, donc les primes étaient inexistantes. Donc le salaire a bien diminué et du coup, je me suis vraiment retrouvée financièrement très très bas. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir le Secours catholique qui a été présent pour m'aider justement en me fournissant des bons alimentaires afin que je puisse faire des courses. Ouais. Et ça m'a vraiment aidée. J'imagine que ce n'est pas facile de faire la démarche pour la première fois, de se diriger vers des associations comme cela.
C'est très dur, très dur parce que notre ego en prend un coup. Mais bon, voilà, il faut savoir admettre quand ça ne va pas et puis il ne faut pas rester voilà, dans la galère. Il faut savoir demander et puis les associations sont là pour ça et elles le font en plus avec grand plaisir. Vous avez vu d'autres personnes autour de vous dans la même situation, Stéphanie ? Tout à fait. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi des mamans solo et qui ont beaucoup de problèmes financiers. Tout à fait. Et est-ce que vous en discutez entre vous ? Est-ce que vous en parlez aussi à vos enfants ? Comment aborde-t-on cette question ? Alors avec les enfants, c'est assez simple puisque c'est vrai qu'ils sont assez à l'écoute. Oui. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours appris à mon fils à aider les gens. Oui. Et donc du coup pour lui c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Après c'est vrai que bon, on essaie de faire en sorte qu'il ne manque de rien. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, non, il comprend tout à fait la situation et au contraire il est très content. Et puis à chaque fois voilà, les associations organisent des événements plusieurs fois dans l'année, ce qui nous permet de nous rencontrer et puis de jouer entre enfants, etc. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, ça se passe assez bien. Et là, dans les jours à venir, vous savez si vous allez retrouver un peu plus d'activité ? Est-ce que vous avez des perspectives de reprise ou pas encore ? Alors, pour l'instant, ça reste officieux, Ouais, bon. Mais je suis censée reprendre début juillet, pas avant. Bon, eh ben on vous le souhaite. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté de témoigner. Et nous voilà de retour, donc, comme prévu, ici dans les bureaux du Secours catholique. Je ne suis plus seul, donc permettez-moi de vous présenter vos invités, nos invités à tous. Je vais commencer par le premier à ma gauche, Jean Mercart. Bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, s'il vous plaît, que ça nous permettra de bien... Bonsoir. Vous êtes directeur Action Plaidoyer France-Europe, c'est bien ça ? Voilà. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Bonsoir. Je ne me trompe pas non plus, vous êtes non, vraiment la c'est présidente. bon, c'est tout juste. C'est tout juste. Et Benoît-Xavier Loridon, directeur Action et Plaidoyer international. C'est ça, bonsoir. Bonsoir à vous trois, merci de vous prêter au jeu de ce question-réponse en direct sur la page Facebook du Secours catholique. Moi j'ai juste une question, Véronique, sur... on a entendu ce témoignage de Stéphanie. Il y a une expression qu'elle a dit qui me paraît très forte, il faut savoir demander. Savoir demander, finalement, pendant le confinement, avec le déconfinement aussi, vous êtes confronté à des situations complètement nouvelles. Alors, est-ce que je me trompe en disant ça ? Et comment les appréhender ? Comment les faire venir et les voir venir peut-être aussi ? Oui, c'est vrai que c'est très difficile de demander, c'est très difficile de reconnaître qu'on n'y arrive plus quand on s'est toujours débrouillé dignement avec sa fierté parce qu'il y avait un salaire qui arrivait, qui était correct. C'est le cas de Stéphanie. Mais beaucoup d'autres cas aussi, effectivement. J'ai entendu d'autres cas qui ressemblaient beaucoup à celui de Stéphanie, mais aussi des entrepreneurs, des artisans, des intermittents du spectacle, des jeunes étudiants ou pas étudiants, voilà, des gens qui se débrouillaient très bien avec un travail. Bon, c'était souvent la précarité, mais avec l'arrêt de tous ces petits boulots ou la suppression des heures supplémentaires et des baisses d'activité, ils ont basculé de la précarité dans la pauvreté. Et voilà, et les voilà contraints de frapper à la porte. Et une partie de notre travail sera déjà de les réconforter, de leur dire voilà qu'il n'y a pas de honte à effectivement demander un petit coup de pouce, de les accompagner, comme le dit Stéphanie, de manière fraternelle, de manière à ce que son fils ne soit pas traumatisé, parce que c'est jamais drôle pour une famille d'aller demander de l'aide, et parfois c'est douloureux à vivre pour les enfants, hein. Ils sont facilement montrés du doigt à l'école, les enfants sont parfois cruels, voilà. Donc déjà, voilà, leur réserver cet accueil qui les réconforte, qui leur permet de faire face à l'urgence, et puis le plus vite possible de les orienter vers leurs droits, vers les bons lieux, soit les conseils départementaux, le plus souvent des travailleurs sociaux ou de la caisse d'allocation familiale, ou voilà, pour voir quel type d'aide ils peuvent recevoir dans cette période intermédiaire, en espérant que très vite beaucoup pourront rebondir. Merci Véronique. Moi, je vais me permettre, ce n'est pas du tout un jeu de mots, mais d'appeler à l'aide également, puisque je suis la courroie de transmission, mais encore faut-il que le moteur marche, et mon moteur qui relaie vos questions ne semble pas marcher. Du coup, je lance un appel à la cantonade, à toute cette joyeuse équipe. On est en direct.
pour qu'on trouve une solution. Ça va être, c'est bien de dire que ça comme ça. Je me tourne vers vous, Benoît-Xavier Loridon, parce que finalement, l'international pour le Secours catholique, ça peut paraître un petit peu éloigné. Alors, qu'est-ce que fait l'international au Secours catholique ? Est-ce que vous répondez ? Est-ce que Véronique, vous répondez ? Benoît Xavier est notre grand spécialiste de l'international, notre baroudeur. Non, je vais répondre à ça. C'est vrai que l'international n'est pas déconnecté du national. On travaille avec des délégations en France qui travaillent avec des partenaires internationaux qui sont sur le terrain depuis longtemps. Et on essaye de faire des connexions entre nos délégations et ce qui se passe dans plus de 40 pays au niveau du Secours catholique Caritas France avec nos partenaires. Il y a une grande spécificité quand même au niveau de notre action, que ce soit dans l'humanitaire et le développement, c'est qu'on n'a pas d'équipe en direct. Nous, on travaille avec des partenaires nationaux, que ce soit sur le réseau Caritas, des réseaux d'églises ou des organisations de la société civile. Ce qui est un avantage important, puisqu'on est au plus près des communautés, au plus près des besoins, et que le travail qu'on fait avec ces partenaires, c'est leur père, donc ils savent exactement de quoi ils parlent, donc le travail est facilité là-dessus. Après les crises, et la crise est multiple aujourd'hui, donc il y a une capacité à s'adapter aussi en termes de réponse, ce qui n'est pas forcément facile, mais on essaye d'y travailler tous ensemble, et pas que le réseau international, aussi avec les autres directions et le réseau national, puisqu'on est tous concernés. Oui, et on l'a vu du coup avec cet entretien avec Émilie Joanne. La première action au début, c'était déjà d'arriver à se coordonner, à récupérer des infos, à se comprendre. La France étant touchée par la crise sanitaire avant d'autres pays, mais après d'autres. Vous avez fait comment pour s'organiser dès le début ? Il y avait deux étapes. Il y avait une étape contextuelle qui était on va travailler à l'aveugle, puisqu'on était tous chez nous, donc on n'avait pas l'accès forcément à beaucoup d'informations. Et nos partenaires, pareil, un petit peu coupés des communautés, et avaient du mal finalement à travailler sur cette question de besoin. Ouais. Donc il y avait quand même ce manque de données d'informations qui était un petit peu compliqué, malgré qu'on ait des partenaires sur le terrain, mais ils étaient aussi coupés des populations à un moment donné. J'ai oublié votre question en fait. La question était comment vous êtes organisé, mais vous avez un peu répondu. Voilà. Comment vous êtes organisé au début pour gérer l'information, gérer l'angoisse que ça pouvait provoquer un peu partout aussi ? Alors après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassuré nos partenaires. C'est qu'on a des projets avec eux, on a des dossiers, on travaille ensemble depuis X années, et qu'on leur a envoyé un courrier au bout de 8 jours en leur disant « On sait que ça va être compliqué, on sait que vous êtes aujourd'hui moins proche des communautés, on le prend en compte, on se rassure, on est ensemble là-dessus, et on a posé la question « Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ces crises et qu'est-ce que vous souhaitez faire avec nous dans ce contexte particulier ?» Donc la première approche était de se tourner vers les principaux opérateurs sur le terrain pour leur demander voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et ça a donné, malgré le confinement, beaucoup de rapprochements entre les chargés de projet pays par pays et leurs partenaires, où il y a eu beaucoup de discussions qui ont permis après de mettre en place certaines actions. Et on a transformé, si je me souviens bien, tu me corrigeras, on a transformé des aides sur des projets à moyen et long terme en aide d'urgence. Enfin, on a accepté, dans la discussion avec eux, que l'argent soit utilisé aussi pour faire face à l'urgence et pour ne pas les laisser dans l'embarras. En termes de chiffres, c'est sur 120 projets. Il y a 70 projets qu'on a réorientés sur des besoins d'urgence. Pas le projet dans son intégralité, mais sur certaines activités pour éviter que justement les actions un petit peu de développement ne tombent directement dans l'urgence et qu'on puisse faire un petit peu les deux. Et que les gens tiennent un petit peu sur leurs deux pieds et que tout ne s'effondre pas. C'est un petit peu l'objectif qu'on a essayé de suivre pendant ces 3 premiers mois. Et Romain et Émilie, on en parlait tous les deux, mais on voit de nouvelles très grosses préoccupations, de nouvelles très grosses crises autour notamment des droits humains. La problématique des droits humains semble émerger très fortement, ce qui était une conséquence peut-être inattendue finalement. On part d'une crise sanitaire, on arrive à une crise de droits humains. Ça fait peur. Qui veut me répondre à cette... Non, ça fait peur, mais c'est vrai que c'est une réalité. Ça a été relayé par beaucoup de nos partenaires, que ce soit en Guinée, au Niger, au Brésil et en Colombie, pour en citer quelques-uns. Et c'est vrai que le Covid, malheureusement, a été aussi un prétexte pour certaines démocraties
de fermer davantage ces droits démocratiques ou ces droits humains. Et c'est aussi notre raison d'être de le relayer. Et on a fait quelques papiers et puis on a fait quelques interventions médiatiques sur ces questions-là en relayant cette préoccupation de nos partenaires sur cette privation des droits humains. J'ai retrouvé mon moteur, donc tout va bien. Le chat avait lieu, il a toujours lieu. Mais je vous encourage vivement à poser vos questions sur les commentaires sur la page sur laquelle vous êtes. Merci à toute l'équipe de m'avoir alimenté et fourni ce moteur. Et j'ai une très bonne transition, Jean Mercart, autour du rapport logement. On en a parlé tout à l'heure avec Pauline Portefeuille, on l'a vu. Une question posée sur le chat, est-ce que l'accès au logement social va être encore plus difficile avec le Covid? Est-ce que le Covid va finalement accélérer cette problématique ou la renforcer? Alors le Covid a montré d'abord la capacité de l'État à mobiliser des moyens extraordinaires pour multiplier les places d'hébergement. Alors on n'était pas à 100%, on n'était pas à personne à la rue, mais on a vu quand même les appels au 115, donc pour avoir un hébergement d'urgence, diminuer de 70 à 80% en moyenne. Donc on se rend compte que quand notre collectivité veut se donner les moyens d'en finir avec ce scandale des personnes à la rue, elle peut franchir des pas importants. Ça, je pense, c'est quand même une leçon importante à bien avoir en tête. Ensuite, sur la période qui s'ouvre, oui, on a des craintes énormes. On a des craintes énormes parce que simplement, on sait qu'il y a eu une chute de pouvoir d'achat de la part de beaucoup de Français modestes, on l'a dit. Il y a les personnes qui sont en CDI, qui étaient en chômage partiel, qui ont pu leur prime, etc., comme Stéphanie tout à l'heure. Il y a eu toutes ces personnes qui sont en contrat court, en CDD, en intérim. Les jeunes qui commençaient avec une période d'essai, qui commençaient un stage, qui voulaient s'insérer. Bon, toutes ces populations, en fait, soit risquent de se retrouver en impayés de loyer, et donc avec des risques forts d'expulsion. Là, on avait obtenu dans un premier temps la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet. Et aujourd'hui, le ministère du Logement nous dit pas de remise à la rue, théoriquement, pas de sortie sèche, mais on n'a aucune garantie en réalité. Et donc on risque quand même, ça c'est une préoccupation très forte que nos équipes ont sur le terrain, d'avoir des personnes qui se retrouvent à la rue pour celles qui étaient à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement. Et puis, dans les mois qui suivent, des impayés de loyer qui se traduisent par des expulsions. C'est-à-dire que le gouvernement dit trêve hivernale qui reste jusqu'au 10 juillet, et pour autant, donc le 11 on ne sait pas, et pour autant le 11 personne à la rue. C'est ça que le gouvernement dit. Alors le gouvernement donne des consignes, mais on n'est pas tout à fait certain qu'il se donne les moyens de ces consignes. Donc ça risque de se traduire par un allongement des listes qui sont déjà énormes. On parle de millions de personnes qui sont sur les listes d'attente pour avoir accès au logement social. C'est sûr que ces listes risquent de s'allonger dans la période qui vient. Et donc là, nous, notre rapport, Pauline le disait, c'est pas une attaque contre le monde du logement social. C'est d'abord un constat de quelque chose d'inacceptable. On a un filet de protection sociale qui fonctionne, alors bon an mal an, mais quand même qui fonctionne pas trop mal pour la santé. Pour le logement, en revanche, c'est laissé à la capacité de chacun de pouvoir se loger ou non. Nous, on considère qu'avoir accès à un logement, ça devrait faire partie de notre pacte de protection sociale. Les droits fondamentaux. C'est un droit. C'est un droit, et donc il faut s'en donner les moyens. Alors le rapport le dit bien, il y a plusieurs axes. Il y a une invitation qui est faite au dialogue à la fois avec les pouvoirs publics, avec le monde du logement social, pour travailler à la fois sur la solvabilisation des acteurs. Or, on se rend compte que le principal aujourd'hui instrument de solvabilisation des ménages, pour qu'ils aient assez d'argent pour payer leur loyer, c'est les APL, et qu'on est passé en l'espace de 3 ans de 18 milliards d'APL à peu près 14 milliards d'APL. Donc forcément, ça se traduit par des difficultés pour un certain nombre de ménages. Ça, c'est quand même un premier élément. Et on veut discuter avec le monde du logement social sur la possibilité d'ajuster les loyers pratiqués aux capacités financières des ménages. Après, il y a un deuxième élément qui est autour de l'offre de logement. Il faut construire beaucoup plus de logements sociaux et surtout du logement très social. Parce qu'il y a différentes catégories de logements sociaux. Il y en a qui ne sont pas du tout à la portée des bourses les plus modestes. Oui, c'est que ce rapport met aussi en lumière ça.
c'est qu'il y a finalement plusieurs catégories de gens modestes, de budget modeste. Il y a les plus précaires qui, eux, pour le coup, n'ont pas accès à ces logements, ce qui est absurde. Et il y en a qui pourraient peut-être aller ailleurs, sauf qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Oui, il y a une forme d'impasse en fait. Et alors le troisième élément, alors c'est un rapport qui fait 200 pages, donc évidemment c'est difficile d'en donner la synthèse en quelques mots. Je renvoie nos internautes à la lecture de ce rapport sur le site du Secours catholique. Le troisième élément, c'est qu'en fait, il y a un processus assez complexe d'attribution des logements sociaux. Donc vous faites d'abord vous faites une demande, vous êtes sur une liste, et puis ensuite il y a tout un tas d'étapes, et on s'aperçoit que les différents intermédiaires, quelque part, ils anticipent le fait que les personnes les plus pauvres vont être blackboulées à la fin parce qu'elles ne seront pas solvables. Ouais. Et donc il y a un processus d'éviction progressive, et donc là-dessus c'est aussi un dossier sur lequel on souhaite pouvoir approfondir la discussion, et avec les bailleurs sociaux et avec le gouvernement. Justement, c'est une question, là vous faites une parfaite transition avec une question posée sur le chat, continuez de poser des questions sur le chat. Quelle suite allez-vous donner à ce rapport et ses propositions? Donc là vous avez esquissé une envie, mais finalement est-ce que c'est une envie partagée avec les autres associations? Parce que je rappelle que c'est un rapport interassociatif. Est-ce que c'est aussi partagé avec ceux qui peuvent apporter des réponses? Je pense que la première chose, c'est que ce rapport, il vient étayer, prouver quelque chose que l'on pressentait depuis quelques années, c'est-à-dire que nous, nos équipes sur le terrain, concrètement, elles se retrouvent face à des personnes qui ont des grosses difficultés de logement, des personnes qui sont à la rue, qui font la queue pour être hébergées, pour avoir accès à un logement social. Et en fait, quand on est bénévole sur le terrain, on se retrouve face à une espèce d'impasse, quoi. On appelle le 115, ça ne répond pas, on rappelle. Et on a des permanences d'ALLO aussi, droit au logement opposable, qui instruisent les dossiers des personnes, qui essayent de les accompagner dans la conquête de leurs droits. Et c'est difficile, ça prend du temps. Et donc, on pressentait depuis plusieurs années que les personnes que nous, on accompagne, qui sont en fait vraiment le bas de l'échelle sociale, ils avaient plus de difficultés que les autres à avoir accès au logement social. Ça, on l'intuitait. Et ce rapport, il vient le démontrer. Et je pense que ce constat, déjà, la première étape, en fait, c'est de faire partager ce constat avec les pouvoirs publics et avec le monde du logement social. Et je pense que l'année qui vient, elle va d'abord être de dire, est-ce que ça, c'est normal que dans notre pays, le logement social, dont une des fonctions est quand même d'offrir un logement à chacun et à ceux qui ont le moins de moyens, en fait, ne répondent pas à cette mission. Si on est d'accord déjà sur ce constat, je pense qu'on sera capable ensuite de chercher les réponses ensemble. Véronique, un mot sur ce rapport Oui, c'est un rapport vraiment très, très intéressant. Maintenant, je pense que justement, le moment est venu d'expérimenter très concrètement plusieurs de nos propositions, notamment cette proposition révolutionnaire qui consisterait à dire on va adapter le loyer au revenu de la famille, en faisant une péréquation entre les différents loyers, mais pas au niveau d'un organisme HLM, ce qui serait assez injuste, parce que ça voudrait dire que des locataires payent pour les autres, mais au niveau d'une région ou d'une métropole. Et donc là, comme on a de nouvelles équipes d'élus, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve à l'échelle d'une métropole, je pense à la métropole de Bordeaux, que je connais bien, où j'ai exercé des responsabilités dans le monde du logement, par exemple, ou à l'échelle d'un département, donc des élus locaux qui ont cette compétence logement et qui ont envie d'expérimenter des choses et de montrer que c'est possible. On a entendu dans l'interview de Pauline que la métropole de Rennes a expérimenté le loyer unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous attribue un logement social, c'est le même loyer pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le logement social neuf est très cher, inaccessible pour les plus pauvres. Ce qui n'est pas cher, c'est le logement social vieux, amorti depuis 25 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. On met tous les pauvres dans les mêmes bâtiments parce que c'est des bâtiments qui sont pas chers, les loyers sont pas chers, voilà. Et donc on met tous les gens les plus pauvres dans ces bâtiments-là. Donc c'est le contraire de ce qu'on veut faire, c'est le contraire de la mixité. Mais la métropole de Rennes expérimente le loyer unique. Donc ça semble intéressant. Donc voilà, il faut expérimenter, il faut qu'on aille maintenant faire la tournée des popotes des grandes métropoles et des départements pour trouver 2 ou 3 territoires qui vont vouloir expérimenter plusieurs de nos mesures. Mais ce qui veut dire qu'il y a un territoire qui expérimente,
Donc eux, ils vont expérimenter sur leur terrain, mais est-ce que c'est le collectif Interassociation qui a mis en place le rapport, qui va regarder, qui va après en parler aux autres territoires? Oui. Il faut que ce soit Alors déjà, pour le essaimé. rapport, on a travaillé avec plusieurs organismes du logement social. Donc on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont partants, qui disent oui, ça vaut le coup d'essayer. Bon, c'est un changement de modèle économique, c'est un changement d'approche. Mais les organismes de logements sociaux sont souvent très imbriqués avec les élus locaux. Donc c'est aussi les élus locaux, c'est une dynamique locale, donc métropolitaine ou départementale ou régionale à voir. Donc c'est vrai que c'est à nos associations de porter les conclusions du rapport, de le faire connaître et de chercher les territoires où on pourra vraiment rapidement commencer des expérimentations qui vont très vite montrer, on en a la conviction, que c'est possible. Et vous avez répondu du coup à une question posée sur le chat. Est-ce que les nouveaux élus municipaux seront associés à ces propositions? Oui, du coup. Une question sur l'international. Le principe du chat, c'est on peut passer du coq à l'âne, évidemment. Enfin, d'une question à une autre plutôt, pardon. International, en Amérique latine et en Amazonie, les minorités sont-elles plus touchées par la crise sanitaire? Par la crise sanitaire, pas forcément sur les minorités, si on parle des peuples indigènes aujourd'hui. Beaucoup plus en zone urbaine, on voit ça au Brésil aujourd'hui, un petit peu plus en Colombie, avec aussi des mesures gouvernementales qui sont aussi assez différentes au niveau de certains pays et qui posent certains problèmes, ne serait-ce qu'au Brésil, où la crise a été en partie ignorée pour ne pas arrêter finalement tout ce qui était flux économique. On voit aussi les conséquences aujourd'hui sanitaires et en termes de crise humanitaire que ça peut avoir. Donc pas forcément au niveau des peuples indigènes. Après, c'est très différent, assez polarisé au niveau des pays avec lesquels on travaille sur ces crises-là, avec des causes qui sont pas forcément sur la pandémie. On le voit en Afrique, où finalement il y a très peu d'effets sur le Covid-19. Par contre, les effets économiques et sur des États déjà fragiles sont très importants. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont touchés par les impacts de la crise chez les autres, finalement. Exactement. Et puis sur la fermeture des frontières, l'arrêt de l'arrivée des matières premières, donc tout ça, ça a un jeu énorme. Oui, alors que la crise sanitaire n'est pas... Alors que la crise sanitaire, par rapport aux données qu'on peut avoir aujourd'hui, reste faible. Après, est-ce que les données sont exhaustives? C'est difficile dans certains pays. Mais c'est vrai qu'a priori, on est plus sur des conséquences économiques qui amènent des crises humanitaires que notamment au Proche-Moyen-Orient et en Afrique que sur des crises liées au Covid-19. Jean, vous vouliez... Oui, non, simplement, tant qu'on était sur l'Amazonie, on a aussi une délégation du Secours catholique en Guyane. Et la Guyane, elle est très frappée, en fait, parce que justement, la frontière est très poreuse avec le Brésil. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'un des départements où l'épidémie continue à prospérer. C'est une délégation où il y a un fort investissement sur le déploiement de nos chèques services, notamment parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées en grande difficulté pour se nourrir, en fait, pour nourrir leur famille. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a une autre dimension, parce qu'en fait, le Secours catholique a plus d'une corde à son arc, disons. Il y a à la fois cette aide directe pour les personnes qui sont en grande difficulté, en privation parfois vitale. Il y a les expérimentations dans l'action, comme sur le logement social. Et puis, il y a une dimension plus de plaidoyer, c'est-à-dire de s'attaquer aux causes de la pauvreté ou de la dégradation de l'environnement. Et là, en ce moment, notre délégation en Guyane nous alerte aussi sur la reprise de l'exploitation aurifère de l'or. On sait qu'il y a le Secours catholique fait partie en Guyane d'un collectif qui s'appelle Hors de question et qui est mobilisé contre des grands projets d'extraction de l'or autour de la montagne d'or, et avec la crainte que pendant la crise, on en profite pour reprendre à bas bruit ces projets qui devaient être enterrés. Ouais. Et donc en ce moment, il y a une forte crainte qui est exprimée aussi de ce point de vue-là. Et la crainte peut-être aussi sur certains, beaucoup au début, ont parlé d'un monde d'après, mais finalement, il y a aussi un retour, au contraire, il faut revenir au business as usual, et de manière très très forcée. Ça peut être une crainte un peu partout dans le monde. C'est sûr que l'expérience de 2008 nous a un peu vaccinés. C'est-à-dire que ça aurait été une occasion
de transformer notre modèle économique. Et puis, en fait, les réformes qui ont été opérées, notamment dans le domaine de la régulation financière, ont quand même été assez timides. Et donc, on a un système économique qui, finalement, n'a pas du tout bifurqué. On n'a pas opéré le virage écologique et social qui était attendu à ce moment-là. Aujourd'hui, l'ensemble des associations, alors le Secours catholique travaille avec pas mal de collectifs associatifs, notamment le Pacte du pouvoir de vivre et le collectif Alerte et d'autres. Et on demande à ce que le plan de reconstruction économique du gouvernement soit effectivement un plan aussi de reconstruction écologique et solidaire. Alors c'est ce que dit le président de la République. Nous allons le prendre au mot. D'ailleurs, Véronique Fayet lui a écrit il n'y a pas très longtemps. Plusieurs fois en quelques mois, d'ailleurs. Plusieurs fois en quelques mois. Mais pour lui dire, effectivement, le soutien aux entreprises, oui, mais pas à n'importe quelle condition, pas pour pour produire n'importe quoi. On veut produire des choses qui soient utiles aux personnes, qui ne dégradent pas l'environnement, la planète qui nous fait vivre. Et donc, voilà, nous, on pense que de toute crise, en fait, on peut sortir changé, et que c'est une occasion pour opérer cette grande bifurcation que l'on attend depuis longtemps, et à laquelle aussi nous invite le pape François dans son encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale. Et c'est vrai que c'est une bataille à plusieurs niveaux, en fait. Il y a la mobilisation des citoyens dans le monde, mais aussi en France, sur des enjeux de fond. Et l'environnement et l'écologie aujourd'hui, c'est ce que nous révèle aussi un petit peu la crise. Et puis il y a cette course à la montre sur cette reprise économique qui est nécessaire. Et s'il n'y a pas un petit peu de réflexion et un petit peu un temps aussi, un petit peu ad hoc, sur cette transition écologique qui est absolument indispensable, on risque aussi d'être dans le monde d'après. Donc il y a cette mobilisation citoyenne. Il y a aussi dire aux États, attention, ne recommençons pas comme hier, essayons de travailler un petit peu autrement. Et puis il y a aussi tout le plaidoyer qu'on fait sur les organisations internationales pour réveiller un petit peu ça. Donc ce travail, il est quand même sur 3 niveaux. Il y a il y a 2 questions sur le chat, mais qui peuvent se rejoindre. Est-ce que le confinement n'est pas un moyen pour des pays autoritaires de limiter les libertés publiques ? Pays autoritaires, ce débat a eu lieu aussi en France, par exemple. Et une autre question qui peut se rejoindre, est-ce que certains pays ne vont pas prendre de mauvaises habitudes avec les droits de l'homme ? Vaste débat, mais qui veut... Non, sur le premier sujet, forcément, il y a quelques abus. On le voit quand même en Israël et sur la fermeture des territoires palestiniens, et puis des sujets sur l'annexion aussi de certains territoires et ce qui se passe dans les couloirs, puisqu'on n'a pas accès finalement aux pièces. Donc dans les couloirs, il se passe quand même pas mal de choses et pas forcément très bon pour des questions démocratiques. Donc oui, il y a une vigilance à avoir. Et encore une fois, on est bien placé, le Secours catholique, puisqu'on a des partenaires aujourd'hui qui sont à la fois et en Israël et en Palestine et qui nous alertent sur ces questions-là. Et c'est pourquoi on se doit de les relayer et de travailler sur ces questions-là. Mais c'est une vraie question. Et ce sujet, d'ailleurs, donc pays autoritaire, mais en France, ce débat a eu lieu. Est-ce qu'en France, ce débat a toujours lieu d'être, vous pensez ? Moi, il me semble que l'histoire nous enseigne quand même là-dessus. C'est-à-dire que dans des périodes de crise, d'incertitude, les personnes ont peur. Et nous, les personnes qu'on accompagne, elles nous disent ça. On a peur et on a encore plus peur de l'avenir qu'avant, parce qu'on se rend compte que la machine économique peut s'arrêter de tourner. Tout un tas de gens qui, hier, avaient une certaine stabilité ne l'ont plus. Ils ne savent pas comment ils vont financer les études de leurs enfants et tout ça. Donc cette peur, elle est là. Et elle est complètement légitime. Face à cette peur, le risque est grand et la tentation peut être grande dans un certain nombre de gouvernements de l'instrumentaliser pour réduire les libertés et pour renforcer une forme de pouvoir autoritaire. Alors évidemment avec toute une gradation. C'est ça. Nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est renouons avec l'intuition de la protection sociale, de la sécurité sociale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le slogan, c'était se libérer de la peur de l'avenir. Se libérer de la peur de l'avenir, ça veut dire d'abord garantir un socle à chacun, que en fait chaque personne aura de quoi se faire soigner, aura de quoi se nourrir, aura de quoi se loger. Le socle des besoins essentiels. Aujourd'hui, la crise a révélé en France que notre filet de protection sociale, à la fois, il était précieux, il avait permis à pas mal de gens de surnager, mais il avait quand même des grosses mailles, qui laissaient énormément de gens passer à travers. Et donc, pour nous, le grand projet de la reconstruction solidaire, c'est d'abord d'assurer à chacun un socle social qui permette de se projeter dans l'avenir et d'opérer les transitions dont on a besoin.
Et ça, c'est pour nous la projection porteuse d'espoir et qui nous permet l'exercice des libertés et de ne pas empiéter sur ces libertés publiques. Ce chat va se finir dans quelques minutes, il est bientôt 7 heures. Il y a une grande question qu'on se pose toujours et qu'il faut toujours continuer de poser, c'est en gros comment on peut aider, comment on peut faire quelque chose. Alors bien sûr, on fait comme on peut, mais moi je peux déjà vous inciter à aller sur le site parce que c'est une mine d'or, il y a si je puis dire, on est loin de la Guyane, mais c'est quand même une mine d'or en termes d'information. Véronique, je me tourne vers vous, comment on peut faire sinon pour aider le Secours catholique ? Alors déjà nous rejoindre comme ce bénévole qu'on a entendu tout à l'heure et qui disait que il n'avait jamais fréquenté le monde associatif et qu'il avait envie de se rendre utile et qu'il avait trouvé sa place. Voilà, parce qu'effectivement on a la chance d'être une organisation importante, donc assez structurée et donc à la fois capable d'accueillir des gens dans un cadre pour des tâches bien précises comme le témoignage de tout à l'heure, mais aussi suffisamment costaud pour laisser les gens inventer des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à inventer, des choses nouvelles à inventer. Je pensais à l'exemple de l'alimentation. Voilà, on ne va pas se résoudre à ce que des milliers ou des millions de personnes continuent à grossir les fils de la distribution alimentaire. Donc il faut inventer au niveau local, avec les agriculteurs, avec les associations, avec les élus locaux, des systèmes originaux qui vont permettre aux gens d'accéder à une alimentation digne, mais sans avoir un circuit à part, une distribution pour les pauvres, le circuit de tout le monde, voilà, dans des circuits courts. Donc il y a des tas de choses qui s'imaginent, qui s'inventent. Voilà, donc on a aussi, je veux dire, on est assez costaud pour accueillir des bonnes idées, de l'imagination, de la créativité, etc. Donc ça, c'est une façon de nous aider en nous rejoignant et en apportant des bonnes idées. Voilà, j'espère qu'on saura partout les accueillir et les faire fructifier. Sur le site internet, on retrouve toutes les délégations à côté de chez soi. Il y en a 73. Il y en a partout dans tous les départements, donc normalement on ne reste pas tout seul. Et puis au pire, vous nous écrivez au niveau national et puis on vous oriente vers les bonnes personnes. Voilà. Une autre façon de nous aider, c'est de donner aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de gens pendant la crise d'ailleurs qui m'ont dit mais on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je veux dire, donner, c'est déjà aider. Et on a vu effectivement que les Français avaient été généreux et que du coup on a pu par exemple distribuer tous ces chèques services qui ont permis aux gens d'aller faire leurs courses, choisir ce qu'ils voulaient dans les magasins de leur choix. C'est quand même mieux que de leur donner des colis dont ils ne veulent pas ou sur des produits qu'ils n'aiment pas ou ils sont allergiques ou je sais pas quoi. Voilà, donc ils ont pu faire face dans la dignité. Donc voilà, venir nous rejoindre, donner, échanger aussi. Voilà. Et puis, chacun dans son métier, par exemple, celui qui travaille dans un organisme HLM, on parlait de cette question-là, celui qui est instituteur, voilà. Lui aussi, il peut changer son regard sur ceux qui sont les plus en difficulté et inventer une autre façon d'exercer son métier qui soit plus attentive aux plus fragiles parce qu'ils vont être très, très nombreux à avoir besoin qu'on soit très attentif et qu'on les aide à trouver leur place à l'école, dans le monde du logement, dans le monde de l'entreprise, etc. Et voilà, on sait que ça va être compliqué pour eux, donc chacun dans son métier peut jouer un rôle important. Il y a une question, une toute dernière question. Savez-vous combien de personnes ont utilisé les chèques services durant le confinement ? Alors combien de personnes ? Je ne sais pas. Le montant, on sait le montant, mais... Alors, il y a une centaine de milliers de familles qui a été aidées. En tout cas, ça, c'est les derniers chiffres dont je dispose. Question courte, réponse courte, c'est bien pour finir, non, non. Mais c'est 5 millions de chèques distribués en 3 mois, alors que d'habitude, c'est 1,5 million par an. Ouais. Donc, on voit que les besoins ont explosé. Une autre question courte, réponse sans doute courte. Qu'est-ce que le plaidoyer en ligne ? Est-ce que le plaidoyer s'exprime en ligne ? Alors le plaidoyer, il peut s'exprimer en ligne de façon, de temps en temps par des appels à signature. Oui. Et par exemple, l'un des grands succès, enfin en tout cas aboutissement des mobilisations que le Secours catholique a portées pendant la période, c'est justement quand on s'est rendu compte que tant de millions de personnes n'arrivaient pas à se nourrir et puis à nourrir les enfants qui étaient à la maison alors que d'habitude ils sont à la cantine. On a demandé au gouvernement, on a demandé avec insistance et on a demandé via un appel à signature aussi en ligne, d'avoir une aide exceptionnelle aux personnes modestes.
on a obtenu qu'il y ait une aide de l'ordre de 150 € par tête de foyer, puis 100 € supplémentaires par enfant, et puis après il y a une aide supplémentaire pour les jeunes précaires aussi. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors on n'a pas recours à ce type de mode d'action tous les jours, mais ça peut faire preuve de son efficacité. Puis la deuxième chose, c'est d'écrire aussi, écrire à vos élus, écrire à vos parlementaires, aux nouvelles équipes municipales qui sont là. Dites-leur à quel point la situation des personnes en précarité sur votre territoire vous préoccupe, parce qu'il y a là aussi, vous savez, les élus, ils vont débarquer, ils sont censés faire une analyse des besoins sociaux sur leur territoire, mais ils ont des milliers de priorités. S'ils sentent qu'il y a une attente particulière des citoyens de leur territoire sur la situation des personnes en précarité, vous pouvez être sûr qu'ils y prêteront davantage attention. J'ai une autre question courte et j'ai peut-être moi-même un élément de réponse. Est-ce que le lien avec les personnes aidées pendant le confinement a été maintenu lors du déconfinement? Et dans la même question, est-ce que des bénévoles comme Jacques Leduc qu'on a vu tout à l'heure, continuent à être bénévoles? Sur Jacques, ça c'est un scoop, lui il aimerait bien, donc il verra en septembre, mais lui il aimerait bien, c'était un déclic, quoi. Oui. C'était vraiment un déclic. Sur le lien avec les personnes aidées pendant le confinement, est-ce qu'il a été maintenu lors du déconfinement? La plupart, sans doute. Alors déjà, on a maintenu le lien avec toutes les personnes que l'on connaissait avant et qui étaient enfermées chez elles. Donc il y a eu beaucoup d'imagination par du téléphone, des boucles WhatsApp, des Facebook, des machins, des trucs voilà, nouveaux qu'on ne pratiquait pas trop, que nos bénévoles un peu anciens ne pratiquaient pas vraiment tous les jours. Et ça a été très, 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 très beau. On voit des boucles qui ont permis d'entretenir l'amitié, de rassurer les gens. Comme disaient les gens étaient vraiment très paniqués, très angoissés. Voilà. Et puis, oui, en général, les gens que l'on accompagne, on les accompagne dans la durée. S'ils ont été bien accueillis, s'ils ont senti qu'au-delà du chèque service, il y avait de la fraternité, il y avait vraiment quelque chose de plus, je pense qu'on va les accompagner encore quelques temps, le moins longtemps possible pour qu'ils rebondissent. Mais certains déjà, par exemple, j'ai eu le cas d'intermittents du spectacle qui sont venus demander de l'aide, mais qui ont tout de suite dit « mais nous, on veut vous aider, donc la prochaine fête du Secours catholique, on viendra faire quelque chose, quoi. » Voilà. Donc il y a du lien qui se crée, des choses nouvelles qui vont s'inventer. Donc ça, c'est quand même aussi un signe d'espérance. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu de ce question-réponse. Merci à vous derrière votre écran. Vous avez été nombreux à poser des questions. Ces questions vont nous permettre d'alimenter de prochaines émissions. Donc rendez-vous bientôt, portez-vous bien et à très vite.